On raconte que Benjamin Netanyahou aurait adressé un avertissement solennel aux dirigeants africains. Ma réaction ? Elle a secoué l'Assemblée et aujourd'hui elle fait vibrer tout un continent. L'information a éclaté il y a seulement quelques jours, se propageant dans les gros titres et murmuré dans les coulisses. Un message, attribué au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, enjoignait les chefs d'État africains à rester dans le rang sous peine de représailles. Pour le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, peu importait que ces mots lui appartiennent réellement ou non. Ce qui comptait, c'était ce ton. Un ton que l'Afrique connaît depuis bien trop longtemps. Au cœur de Ouagadougou, capitale burkinabé, Traoré s'est présenté devant une salle comble. Les flashs crépitaient, les journalistes se penchaient, l'atmosphère était chargée d'attente. Il n'avait besoin d'aucun discours préparé. Lorsqu'on porte la vérité en soi, elle s'exprime avec force et fermeté. Ce qui suivit n'eut rien d'une déclaration polie. Et nous, la jeunesse, devrions tirer de cette situation une leçon. C'est dans l'unité que l'intégration deviendra réalité. Ce fut une déclaration sans équivoque. Le Burkina Faso et l'Afrique tout entière ne plieront plus jamais l'échine. Si vous pensez que le réveil de l'Afrique a commencé, abonnez-vous et suivez-moi jusqu'au bout de cette histoire. Car ce qui s'est produit ce jour-là à Ouagadougou continue de résonner bien au-delà du Sahel. Tout est parti d'une rumeur. Benjamin Netanyahou aurait lancé un avertissement ferme aux chefs d'État africains. Le contenu supposé du message était sans détour. Obéissez, sinon il y aura des conséquences. L'authenticité de la citation était secondaire. Pour le président Ibrahim Traoré, elle incarnait des décennies d'arrogance étrangère, l'écho du colonialisme grimé en diplomatie contemporaine. Il n'a pas choisi la discrétion des couloirs, ni l'envoi d'une lettre courtoise par des canaux détournés. Il a préféré convoquer la presse à Ouagadougou. Plus de 120 journalistes, venus d'au moins 15 pays, ont investi la salle de conférence. Les chaînes de télévision locales diffusaient en direct devant un public estimé à plus de 5 millions de téléspectateurs au Burkina Faso et dans les États voisins. Face aux caméras, la voix de Traoré oscillait entre la colère et la fierté. « Nous ne sommes plus des colonies, nous sommes des nations souveraines », a-t-il lancé. Son regard planté dans l'objectif, comme s'il s'adressait personnellement à Netanyahou. Et il ne s'est pas arrêté là. Le Burkina Faso ne répond pas à Tel Aviv. Nous ne devons rien à Washington. Nous ne sommes redevables à aucune puissance croyant pouvoir nous acheter ou nous soumettre par la force. Ce message ne visait pas une seule capitale, mais tout un système ayant, pendant des générations, pillé les ressources africaines. Plus de 100 milliards de dollars en minerais et matières premières quittent chaque année le continent, tandis qu'une grande partie de la population survit avec moins de 2 dollars par jour. L'instant fut électrisant. Le silence qui s'ensuivit n'était pas de l'hésitation, mais le poids de l'histoire qui s'abattait sur chacun. Le sens était limpide. L'ère de la soumission silencieuse était révolue. Sous la houlette de Traoré, le Burkina Faso ne céderait plus à l'intimidation. Mais ce moment à Ouagadougou n'était qu'une étincelle, celle qui allait embraser une flamme bien plus vaste. Les mots n'avaient pas eu le temps de se dissiper qu'ils circulaient déjà de ville en ville, franchissant les frontières et les océans. Moins de 3 heures plus tard, des extraits du discours du président Ibrahim Traoré s'imposaient sur X, anciennement Twitter, via le mot-clé « L'Afrique ne fléchira pas », cumulant 1 200 000 mentions en seulement 24 heures. À Bamako, au Mali, le colonel Assimi Goïta a partagé la vidéo à ses 2 400 000 abonnés, saluant la position de Traoré comme la voix d'une Afrique libre. À Conakry, en Guinée, le président Mamadi Doumbouya a proclamé lors d'une allocution télévisée « C'est le courage que notre peuple attendait ». Sur les groupes Telegram très suivis en Afrique de l'Ouest, la vidéo fut relayée plus de 8000 fois en une seule journée. Dans les villages nigériens, les agriculteurs se rassemblaient autour de postes à piles pour écouter, lors des émissions communautaires, les paroles de Traoré. Les étudiants des universités sud-africaines diffusaient le discours sur haut-parleurs pendant les rassemblements sur les campus. Le moment le plus touchant survint lorsque Traoré se pencha vers les caméras et déclara « Si vous vous en prenez à l'un d'entre nous, c'est à nous tous que vous aurez affaire ». Il ne s'agissait pas de simples mots, mais bien d'une déclaration d'entraide collective, un engagement que la politique morcelée de l'Afrique avait rarement réussi à maintenir. À l'international, la stupeur était manifeste. Les analystes à Paris et à Londres qualifièrent ce discours d'imprudent.
Pourtant, les voix panafricaines y voyaient une nécessité attendue depuis trop longtemps. Beaucoup estimaient que c'était la première fois depuis de nombreuses années qu'un dirigeant africain faisait face sans trembler à une puissance mondiale. Tandis que les rues de Ouagadougou vibraient de fierté, l'absence totale de réaction venant de Tel Aviv se faisait assourdissante. Le gouvernement israélien n'adressa ni communiqué, ni démenti, ni réfutation. Pour de nombreux Africains, ce silence même valait victoire, une preuve que les paroles d'Ibrahim Traoré avaient résonné avec la force d'un coup de massue, ne laissant place à aucune réplique rapide. À Washington, la réaction fut discrète. Quelques responsables anonymes qualifièrent ces propos d'inopportuns, mais aucun n'osa le contredire publiquement. Les médias occidentaux gardèrent aussi leur distance, ne consacrant à l'affaire qu'une brève allusion, voire rien du tout. Pourtant, sur le continent, cette indifférence ne fit qu'amplifier le sentiment d'appropriation. C'était notre histoire, et elle n'avait nul besoin d'être validée par des titres étrangers. À Dakar, des jeunes vêtus des couleurs panafricaines peignaient sur les murs le visage de Traoré, à côté de slogans tels que « L'Afrique ne pliera pas le genou ». À Lagos, des femmes du marché, dont beaucoup ignoraient il y a quelques mois jusqu'au nom du Burkina Faso, en parlaient désormais avec respect, associant le pays à la dignité et à la résistance. À Accra, les animateurs radio diffusaient des extraits de son allocution entre deux chansons. Leur voix tremblait d'orgueil lorsqu'ils rappelaient à leurs auditeurs « Voilà à quoi ressemble le vrai leadership ». L'unité était tangible. Durant des décennies, on avait répété aux Africains que leur pays était trop petit, trop pauvre ou trop divisé pour défier les grandes puissances. Mais voici qu'un chef jeune, sans peur, assumé, venait de leur prouver le contraire, sous leurs yeux. Ibrahim Traoré avait pris position, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour chaque village, chaque cité, chaque être qui avait déjà ressenti le poids de la domination étrangère. Comme l'a confié un ancien de Bamako à un journaliste local, lorsqu'il parlait, c'était comme si nos ancêtres s'exprimaient à travers lui. En cet instant, des millions y crurent. Au matin suivant, le 3 février 2024, Ouagadougou s'éveilla au bruit des klaxons et à la vue des klaxons flottant au balcon. Au centre-ville, on compta près de 15 000 personnes rassemblées spontanément sur la place de la Révolution, scandant le nom de Traoré et entonnant l'hymne national. Pour beaucoup, c'était le premier jour d'un nouveau chapitre de l'histoire du Burkina Faso. L'effet fut immédiat jusque dans les ministères. Les responsables rapportèrent une explosion de participation publique. Plus de 3000 courriels et lettres affluèrent au bureau du président en moins de 48 heures, répétant souvent le même message « Nous sommes à vos côtés ». À travers le Sahel, l'élan était irrésistible. Au Mali et au Niger, les assemblées locales adoptèrent des résolutions symboliques pour soutenir la position de Traoré et s'engager à renforcer la coopération en matière de défense. L'Alliance du Sahel, qui n'était autrefois qu'une expérience diplomatique prudente, bénéficia désormais de l'ardeur d'un véritable mouvement populaire. Des exercices militaires conjoints furent programmés pour mars 2025, incluant plus de 4000 soldats des 3 États membres. Dans le pays, le discours relança les débats sur la souveraineté économique. Sur les ondes et lors de réunions publiques, les citoyens exigèrent la révision, voire l'annulation, de nombreux contrats miniers conclus sous les précédentes administrations. Le ministère de l'Énergie annonça son intention de renégocier au moins 5 grands accords sur les ressources avant la mi-2025, dans le but de conserver une part plus importante des profits de l'or et de l'uranium au Burkina Faso. L'unité se ressentait partout. Même dans les provinces rurales, où l'information officielle circule souvent lentement, la nouvelle de la défiance présidentielle atteignit les villages agricoles grâce à la radio communautaire. Les anciens évoquaient les luttes anticoloniales des années 1960, disant aux enfants « C'est le même combat, mais cette fois, un chef siège au palais ». Le message était limpide. Le discours du 3 février n'a pas seulement marqué un événement, il a représenté un véritable tournant. Dans les semaines qui ont suivi ce fameux 3 février 2025, l'écho des paroles du président Ibrahim Traoré a résonné bien au-delà des foules en liesse. À Ouagadougou, l'Assemblée nationale a entamé la rédaction d'une loi sur la souveraineté. Ce projet législatif visait à limiter l'implantation de bases militaires étrangères, à renforcer le contrôle sur les exportations de ressources et à accorder la priorité aux entreprises nationales dans les marchés publics. D'après les premiers sondages, 78% de la population soutenait ce texte. Un signe rare d'unité dans un pays souvent fracturé par les différences régionales et ethniques. Mais chaque avancée majeure s'accompagnait de nouveaux défis.
Dans les coulisses, les diplomates occidentaux faisaient discrètement planer la menace de sanctions, surtout si le gouvernement envisageait d'expulser les forces étrangères avant la fin des accords existants. Les économistes prévoyaient que, si certaines aides étaient suspendues, le Burkina Faso pourrait subir un manque à gagner de 250 millions de dollars dans le budget de 2026. L'administration Traoré réagit en accélérant les pourparlers avec d'autres partenaires, notamment des banques africaines régionales et des investisseurs privés venus d'Asie. Pourtant, dans les rues, l'ambiance restait combative. À Bobo-Dioulasso, les vendeurs de marchés mirent en place des marchés de la souveraineté, où chaque produit venait exclusivement du terroir local. À l'université de Ouagadougou, des étudiants lancèrent la campagne « Fabriquer au Burkina », s'engageant à ne porter que des vêtements produits dans le pays jusqu'à la fin de l'année universitaire. Sur le plan régional, l'Alliance du Sahel prenait de l'ampleur. À la fin du mois de février, le Burkina Faso, le Mali et le Niger signèrent un projet commun pour mutualiser leurs ressources solaires, avec l'objectif de fournir de l'électricité à 1 500 000 foyers d'ici à 2030 sans ingérence étrangère. Les chefs d'État présentaient ce projet comme la preuve que les nations africaines pouvaient non seulement se défendre, mais aussi bâtir leur avenir ensemble. Pour les partisans, ces initiatives prouvaient que la détermination de Traoré n'était pas vaine. Pour les sceptiques, il s'agissait de paris risqués dans une économie mondiale instable. Sur la place de la Révolution, cependant, la décision semblait sans équivoque. Comme l'a confié une jeune militante à un journaliste, nous préférons traverser l'épreuve la tête haute que vivre à genoux dans l'aisance. De Washington à Tel Aviv, il était impossible d'ignorer le discours du 3 février, même pour ceux qui auraient voulu. Aux États-Unis, les réunions stratégiques du département d'État signalèrent discrètement les déclarations d'Ibrahim Traoré comme un possible point d'inflexion dans l'alignement géopolitique du continent africain. Certains experts avertissaient que ce ton franc et sans concession pourrait inciter d'autres dirigeants du continent à prendre leur distance avec l'Occident et à renforcer des liens avec de nouveaux partenaires, notamment avec la Chine ou la Russie. En Israël, la situation était bien plus nuancée. Officiellement, le gouvernement de Benjamin Netanyahou gardait le silence, sans publier la moindre déclaration. Pourtant, des fuites diplomatiques révélées par un média spécialisé sur l'Afrique montraient que le discours avait été évoqué lors de plusieurs réunions au sommet. D'après une source, les responsables israéliens débattirent du risque qu'une réaction publique ne contribue à élever encore davantage le profil international de Traoré. Finalement, ils choisissèrent la retenue, espérant que l'affaire s'estomperait. Ce ne fut pas le cas. Jour après jour, les chaînes d'information africaines rediffusaient la séquence, sous-titrée en anglais, en français, en arabe et en swahili. Des chroniqueurs y voyaient un nouvel épisode du combat de David contre Goliath, un jeune président africain tenant tête à l'un des plus expérimentés dirigeants mondiaux. Dans les cercles de réflexion américains, la discussion était plus tactique. Certains mettaient en garde contre l'indifférence qui risquait d'offrir un terreau moral au mouvement panafricain montant dans le Sahel. D'autres soulignaient qu'une condamnation trop appuyée pourrait renforcer l'image de Traoré en champion de la résistance à l'ingérence étrangère. À travers tout cela, l'essence même du récit demeurait intacte. Un chef venu du Burkina Faso avait soutenu le regard, même symboliquement, de Benjamin Netanyahou, qu'ils se soient rencontrés ou non, et avait proclamé que l'Afrique ne plierait plus l'échine. Pour des millions d'Africains, il ne s'agissait pas simplement de politique, mais bien d'une affaire intime et profonde. Au-delà de Washington et de Tel Aviv, le discours du 3 février a provoqué des ondes de choc dans de nombreuses capitales à travers le monde. À Moscou, les médias d'État ont désigné Ibrahim Traoré comme la voix d'une Afrique souveraine, évoquant son audace en la comparant au mouvement des non-alignés de l'époque de la guerre froide. À Pékin, les experts en relations internationales ont souligné que la posture du Burkina Faso pourrait ouvrir la voie à une coopération avantageuse en dehors de la sphère occidentale traditionnelle. En Europe, la réaction s'est révélée plus partagée. Les journaux français, toujours sensibles à la région après l'expulsion des troupes françaises du Sahel, ont décrit Traoré comme un nationaliste fougueux prêt à défier la stabilité. Pendant ce temps, des mouvements citoyens à Paris, Bruxelles et Berlin l'ont applaudi comme l'un des rares dirigeants capables de défier un ordre mondial qu'ils jugent inéquitable. L'Afrique elle-même a vibré d'une énergie qui n'avait plus été ressentie depuis plusieurs décennies. Du Caire au Cap, les réseaux sociaux se sont illuminés de montages comparant Traoré à la tribune de Ouagadougou à une image figée de Benjamin Netanyahou dans une salle de conférence,
Avec cette légende, la puissance n'est pas une question de taille, mais de courage. En seulement 2 semaines, les vidéos portant le mot dièse « Nous sommes avec Traoré » ont recueilli plus de 40 millions de vues sur différentes plateformes. Les organisations mondiales de défense des droits humains ont également prêté attention au phénomène. Sans s'engager, plusieurs ont reconnu que le message de Traoré avait relancé le débat sur la souveraineté des ressources, la présence militaire étrangère et le rôle de l'Afrique dans la politique internationale. Mais le signe le plus révélateur de son ascendant croissant venait de la rue. À Accra, des écoliers ont été filmés récitant des extraits de son intervention lors d'une célébration de la journée panafricaine. À Nairobi, des militants ont projeté son portrait sur la façade d'un gratte-ciel du centre-ville, accompagné de ces mots « L'Afrique ne fléchira pas ». Dans un monde où les dirigeants ont souvent recours à la prudence, Ibrahim Traoré a choisi la franchise. Il a cité des noms, il a tracé des lignes. Ainsi, il est devenu pour des millions de personnes bien plus que le président du Burkina Faso, il est devenu le symbole vivant du refus d'un continent à se laisser intimider, que ce soit par Washington, Paris ou même Tel Aviv. Alors que beaucoup croyaient que l'impact du discours du 3 février avait atteint son apogée, un rebondissement est venu bouleverser la narration. 2 semaines plus tard, le 17 février 2025, des médias africains ont révélé que plusieurs ministres de la Défense d'Afrique de l'Ouest s'étaient réunis en secret à Niamey, au Niger. La rencontre, attestée par des photographies divulguées, réunissait des hauts gradés du Burkina Faso, du Mali et du Niger, et pour la première fois, des observateurs de la Guinée et du Tchad. Selon des sources proches des négociations, il ne s'agissait pas d'un sommet ordinaire, mais des fondations d'une extension de l'Alliance du Sahel vers un pacte de souveraineté ouest-africain. Ce projet comprenait une clause de défense mutuelle, des chantiers d'infrastructures partagés et, de façon plus controversée, une position commune sur la présence militaire étrangère. S'il était adopté, toute puissance étrangère souhaitant implanter une base dans l'un des pays membres devrait obtenir l'accord unanime de tous. Cette fuite d'informations a pris les diplomates occidentaux de court. Les analystes à Washington et à Tel Aviv ont rapidement fait le lien. Les paroles intransigeantes de Traoré n'étaient plus seulement un discours, mais le déclencheur d'une recomposition tangible de l'équilibre régional. Sur les réseaux sociaux, ses partisans ont baptisé ce phénomène l'effet Ouagadougou. Les commentateurs l'ont comparé à des tournants historiques, de la conférence de Bandung de 1955 à la création de l'Union africaine. Pour de nombreux Africains, c'était la preuve que Traoré n'était pas simplement un homme de discours, mais un véritable catalyseur, transformant les mots en alliances et les alliances en pouvoir de négociation. Au début du mois de mars 2025, ce qui avait commencé comme un discours audacieux à Ouagadougou s'était métamorphosé en une réaction en chaîne politique. Le 5 mars, les chefs d'État du projet de pacte de souveraineté ouest-africain se sont réunis publiquement pour la première fois à Bamako, au Mali. Cette fois, la transparence était de mise. Les caméras ont filmé Ibrahim Traoré marchant côte à côte avec le colonel Assimi Goïta et le président Mamadi Doumbouya, leurs mains levées ensemble dans un geste d'unité. L'annonce provoqua la stupeur parmi les observateurs. L'accord proclamait un refus catégorique de toute nouvelle implantation de bases militaires étrangères, la suspension de certains accords d'aide créant une dépendance excessive, ainsi que la création d'un fonds commun d'investissement pour les infrastructures régionales, d'une valeur d'1,2 milliard de dollars, entièrement financé sans le recours aux bailleurs occidentaux. C'était la déclaration d'une Afrique de l'Ouest prête à s'affirmer sur le plan militaire aussi bien qu'économique. À Tel Aviv, des analystes israéliens de la sécurité reconnurent en privé, devant les médias locaux, que l'influence de Traoré surpassait toutes les prévisions. À Washington, un haut responsable du département d'État, s'exprimant sous couvert d'anonymat, le qualifia de dirigeant africain le plus marquant de toute une génération. Sur tout le continent africain, les images frappaient les esprits. Des affiches de la rencontre de Bamako s'étalaient depuis les étals de marché à Dakar jusqu'au mur des écoles à Kampala. À Accra, une fresque représentait Traoré, accompagnée de cette légende « Une seule voix peut éveiller un continent » pour des millions. C'était un tournant que peu osaient espérer. Un chef qui, non content de parler avec audace, agissait avec fermeté, bouleversant l'équilibre des pouvoirs. Ibrahim Traoré n'était plus simplement le président du Burkina Faso, il devenait le symbole d'un mouvement. Il incarnait, vivant, le refus de l'Afrique de plier le genou devant Washington, Paris ou Tel Aviv. 1 an après ce discours décisif,
Prononcé le 3 février 2025, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. La croissance du produit intérieur brut du Burkina Faso était passée de 3,8% à 5,6%, un record en 10 ans. Les recettes issues de l'exportation d'or, autrefois englouties par des contrats inéquitables, avaient connu une augmentation de 27% en faveur du pays. L'inscription dans les écoles publiques avait bondi de 15%. Grâce à de nouveaux financements issus de la suppression des subventions militaires étrangères, des projets d'électrification rurale avaient raccordé 250 000 nouveaux foyers au réseau. Pendant ce temps, la production agricole nationale progressait de 22% sous des programmes gérés localement. Pour la population, il ne s'agissait pas de simples statistiques, mais de preuves tangibles. La preuve que le choix d'Ibrahim Traoré n'était pas une bravade irréfléchie, mais une souveraineté pensée et stratégique. La preuve qu'un petit pays du Sahel pouvait tracer sa propre voie et s'élever. Debout devant une marée de drapeaux sur la place de la Révolution à Ouagadougou, Traoré conclut son discours anniversaire avec des mots aussi puissants qu'au premier jour. Nous n'avons pas demandé la permission d'être libres, nous nous sommes levés pour la revendiquer. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez ce récit. Abonnez-vous pour continuer le périple d'une Afrique qui refuse désormais de s'incliner. Que Dieu bénisse l'Afrique.